Nous allons maintenant passer à la table ronde avec Samuel Hamilton, l'auteur d'une bande dessinée sur la Suisse au début de la Première Guerre mondiale, qui a eu un grand succès d'édition. Virginie Maté, bien sûr. Justin Favreau, rédacteur en chef, créateur de la revue Passé Simple. Là aussi, D'accord. Très audacieux à la base, et puis qui s'est transformé lui aussi en grand succès. Et un des occupants des lieux, Lionel Pernet, directeur du musée d'archéologie et d'histoire du canton de Vaud, ici dans les murs du palais de Rumines. Et puis derrière nous, que je salue, monsieur Emmanuel Laurentin, fondateur et longtemps producteur de l'emblématique fabrique de l'histoire en duplex. Bonsoir. Depuis Paris. Bonsoir monsieur. Bonsoir à tous. Une première question pour lancer le débat. Un bref échange sur la table, et puis ensuite, bien sûr, nous passerons aux échanges avec vous, mesdames et messieurs. Comment vous appropriez-vous, messieurs, surtout Madame Maté a déjà commencé le travail en expliquant comment la démarche d'entrer dans l'histoire qui est effectuée par les personnes qui travaillent au sein du master. Alors, on pourrait parler de ces débouchés, mais d'abord, Samuel Hamilton, comment êtes-vous entré dans la matière historique? Comment l'avez-vous façonnée pour la traduire pour les publics que vous espériez toucher? Alors, je vais peut-être revenir un petit peu avant la création de cette bande dessinée. En fait, j'ai toujours baigné dans l'histoire. Mon père fabriquait des mannequins grandeur nature pour les musées, puis créait des illustrations historiques. Du coup, j'ai toujours été entouré de livres, j'ai toujours été intéressé par l'histoire. L'entreprise familiale était réputée pour l'historicité. C'est un truc qui m'a été naturellement transmis. J'énervais un petit peu les amis quand on regardait des films historiques à la télé parce que je critiquais tout le temps les petits détails au niveau du costume. Du coup, je ne suis pas issu d'un milieu académique, mais cet aspect rigoureux m'a été inculqué naturellement. Par rapport à mon projet de bande dessinée de Garde à la frontière, j'ai travaillé donc d'une part de la lecture, je me suis basé sur des écrits des personnes qui ont vécu cette 14-18 en Suisse, mais je suis aussi allé discuter avec des historiens, donc spécialistes sur cette époque-là. Et puis dans le cadre, pas de cette première bande dessinée, mais de la seconde qui va sortir l'année prochaine, je suis aussi allé visiter les lieux concernés. Je suis aussi allé voir les archives de l'aérodrome militaire de Dubendorf. Et je suis aussi allé interviewer des vétérans de la 39-45. Merci. Lionel, vous avez Justin Favreau d'abord, pour la revue. Alors, c'est clair que vous n'avez pas forcément, vous n'écrivez pas forcément vous-même l'histoire, mais enfin, vous la transmettez quand même, des sujets très vastes, très variés. Alors, comment assurez-vous le passage de l'histoire brute, entre guillemets, de la recherche, vers le public, le lectorat de Passé Simple? Alors en fait, nous donnons des conseils aux autrices et auteurs, et je dirais que le principal, c'est on utilise très souvent la métaphore, au risque d'ennuyer nos pauvres auteurs et autrices. Il y a des cuisiniers qui font des recettes, qui vous présentent des recettes, qui vous disent voilà comment je fais du malakoff, etc. Puis il y a ceux qui vous servent du malakoff. Je dis passer du statut de rédacteur de recettes à celui de cuisinier. Et faites des plats. En gros, le gros problème, l'enjeu, c'est de passer de la démonstration, qui est notre métier d'historien, au récit. C'est-à-dire que les lecteurs et lectrices aient l'impression qu'on leur raconte une histoire. Et c'est en gros tout ce qu'on fait tend vers cela. Lionel Pernet, vous-même vous êtes du monde de l'Antiquité. Alors comment vous gérez l'histoire globale qu'il s'agit de transmettre ensuite au public? Alors, bonsoir. Alors pour nous, effectivement, l'histoire passe par la matérialité, par les objets. Même si on s'intéresse aussi aux sources écrites, elles existent, elles sont autour de nous. Dans les musées, et ça c'est peut-être une caractéristique propre à tous les musées, même si les musées d'histoire, il n'y en a jamais deux exactement l'un comme l'autre, que ce soit pour les collections, leur histoire ou les thématiques qu'ils développent, tous ont en commun le fait qu'ils doivent transmettre un récit ou fabriquer l'histoire à partir des objets dans la présentation. Alors après, on a toutes sortes
disons, de supports qui permettent de transmettre cette histoire à travers les objets. Le plus connu, c'est évidemment les expositions. Et donc là, on a des tas de manières de travailler. Soit on invite des personnes extérieures avec qui on développe un projet d'exposition, donc des spécialistes d'une période ou l'autre. Ça nous permet de couvrir des champs très vastes, puisqu'on a rarement dans un musée, surtout pour nous qui sommes censés couvrir un peu plus de 15 000 ans d'histoire entre le paléolithique supérieur et puis et nos jours, on n'a pas dans nos institutions des spécialistes qui couvrent la totalité de ces périodes. Donc on peut inviter des gens, et dans ce cas-là, on travaille un petit peu comme Justin. On est des chefs d'orchestre, des passeurs d'histoire, des passeurs de messages. On met à disposition un lieu, on met à disposition des compétences, comme l'a dit Virginie, avec des gens qui sont formés à la transformation d'un discours savant en un discours dans l'espace, dans une exposition, et on va vers un objet qui s'appelle l'exposition, comme ça, qui va à la rencontre du public, essayer de trouver son public, dans lequel on peut faire aussi toutes sortes d'événements qui mettent en contact le public avec les producteurs du discours, et qui mettent aussi les producteurs de discours, si possible, dans des situations un petit peu de remise en question par rapport au discours qu'ils ont produit, pour que l'exposition soit aussi un lieu qui ne soit pas seulement un peu paternaliste comme ça, où on transmet un discours à des visiteurs, mais que le visiteur soit aussi un acteur de cette construction du discours historique. Monsieur Laurentin, la question vous va aussi en direct de Paris. Les ennuis techniques sont enfin réglés. On vous voit même. Ça va très bien. Alors, voilà, la question vous est posée. Quelle est votre approche, vous, dans cette confection de l'histoire qu'il s'agit de livrer en costume au public ? Oui, alors pour ma part, d'abord je voudrais m'excuser auprès de vous parce que lorsque j'ai accepté d'être avec vous, c'était bien avant que je change d'émission et maintenant ma nouvelle émission est entre 18h20 et 19h à Paris et je ne pouvais pas me retrouver au milieu de vous ce soir, ce que je regrette. Pour ma part, si vous voulez, quand j'ai commencé la Fabrique de l'Histoire, c'était il y a maintenant 20 ans, puisque c'était en 1999, je sortais de 3 années d'émissions d'histoire qui avaient été conçues, préparées par mon prédécesseur qui s'appelait Patrice Gélinet. Et d'une certaine façon, j'ai voulu changer par rapport à l'émission que je faisais, qui s'appelait l'Histoire en direct et qui avait été conçue par Patrice Gélinet, en partant du principe que certaines des thématiques que je voulais traiter ne pouvaient pas prendre place dans la formule qui était la sienne au départ. Et donc, j'ai tenté de trouver une formule qui me permettait justement de raccourcir le cycle, si vous voulez. J'avais lu dans un journal de sciences dures, pourrait-on dire, qui s'appelle La Recherche, qui est un journal de vulgarisation de la science dure, qu'il fallait 20 ans pour qu'une découverte de laboratoire parviennent au grand public, une découverte scientifique de sciences dures. Il prenait l'exemple à cette époque-là du prion qui avait été inventé dans un laboratoire et qui était devenu ensuite très connu avec la crise de la vache folle. J'avais été très intéressé par ça parce que je m'en étais ouvert auprès de mes amis historiens qui m'avaient dit « mais tu sais, c'est un peu la même chose pour l'histoire, il faut 20 ans pour que les débats sur la Seconde Guerre mondiale qui étaient très vifs dans les années 97-99 parviennent au grand public alors qu'ils sont nés dans des laboratoires comme l'Institut d'Histoire du Temps Présent à Paris en 1978-79. Et donc je me suis dit peut-être ma mission, ça serait de raccourcir le cycle, de profiter du fait que j'étais sur France Culture, qui est une radio où l'enjeu d'audience n'était pas aussi important que sur une radio de grand public, pour justement permettre à ce cycle d'être plus court, de faire en sorte de transmettre les données savantes, les données des laboratoires et des colloques vers un public plus large, en faisant en sorte de faire venir tout de suite les chercheurs dès que le colloque se tient, dès que le livre est paru. Et même s'il est difficile de tenter de traduire, justement, vous avez beaucoup utilisé le terme de transcrire ou de transmettre. Moi, je disais traduire ce savoir savant en savoir plus large. Et d'ailleurs, j'ai pris dès cette époque-là l'idée d'avoir un générique qui était une fanfare italienne, puisque j'étais très impressionné par les fanfares italiennes du sud et siciliennes en particulier qui font descendre dans la rue les airs d'opéra les plus célèbres pour que tout le monde puisse en profiter et que ces airs d'opéra touchent le grand public. C'était un peu la métaphore que j'avais utilisée pour la première période de la Fabrique de l'Histoire qui a duré de 1999 à 2004. Puis ensuite, on est passé en quotidienne pendant 15 ans puisque j'ai interrompu la Fabrique. Je suis parti de la Fabrique en juin dernier. Merci.
On va passer maintenant à vos relations avec le public. Et alors, Virginie Mathé, votre public, en effet, c'est ceux qui iront justement vers le public. Alors, c'est l'occasion, en effet, de voir que deviennent vos étudiants. Alors, que deviennent nos étudiants ? Plusieurs d'entre eux ont été embauchés à leur sortie de stage. Je pense au magazine d'Histoire, dans une maison d'édition, ou plus récemment, juste à l'instant, là, dans une boîte de production qui fait une émission sur Arte, l'invitation au voyage, avec une vocation culturelle et historique. Certains font le choix aussi de poursuivre leur expérience, soit à l'étranger, soit dans ce qu'on appelle en France le service civique, qui est une sorte de dispositif pour les jeunes qui s'engagent auprès d'associations ou de collectivités territoriales dans un projet d'intérêt général. D'autres ont fait le choix de revenir à la recherche avec des thèses d'histoire culturelle ou des thèses justement d'histoire publique, comme une étudiante qui travaille actuellement sur le devenir des monuments fascistes dans l'Italie contemporaine, ou un autre passionné de pompiers qui travaille à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et travaille sur l'histoire de cette brigade. D'autres, enfin, ont tiré parti de leur expérience, et notamment de leur expérience de stage, pour s'orienter vers des métiers qui sont de l'ordre de la culture au sens large, et pas spécifiquement de l'histoire. Par exemple, l'une d'elles, qui avait fait un stage de community manager aux Archives nationales, qui était passionnée de voyage, s'est lancée comme rédactrice freelance et chef de projet web pour des agences de voyage. Merci, oui. Alors, messieurs, quelle image vous aviez du public ? Quel public visiez-vous, Quelle image du public vous représentiez-vous quand vous avez lancé vos projets ou quand vous travaillez sur ce métier de transmetteur de l'histoire ? Et réciproquement, quelle image du public avez-vous reçue en retour ? Est-ce que ce public correspondait à ce que vous attendiez ou espériez ? Ou bien avez-vous eu des surprises et comment avez-vous éventuellement réajusté le tir dans vos travaux pour alors être en phase avec ce public ? M. Belton ? La particularité de ce projet de bande dessinée, c'est que le but principal, c'est l'information. C'est pas, raconter un peu, en divertissant, raconter un peu d'histoire. L'idée, c'est vraiment de divertir, et secondaire, le but principal, c'est d'informer le public. Donc, dans cette bande dessinée, il y a une partie où donc la première partie, on suit un enfant qui est projeté une centaine d'années en arrière. Il se retrouve à la frontière, puis à travers ses yeux, on découvre quelques anecdotes historiques. L'idée, c'est de transmettre un peu l'atmosphère de cette époque. Et dans une seconde partie, on répond aux questions qui ont été éveillées par la lecture de la première partie. Donc, il y a une carte de la Suisse où on peut visiter certains lieux, où il y a encore des vestiges d'époque. J'explique un peu le contexte historique. Tout ça pour dire que le public que je visais est assez large, en fait. Je m'étais dit de 12 ans à 99 ans, avec la possibilité de partager. Parce que c'est un projet qui... comment dire ? Le but... Comment est-ce que je peux vous transmettre ça ? Vous avez utilisé le divertissement pour, ou bien comment avez-vous intégré le divertissement ? Le divertissement, il est venu naturellement par la suite. Mais disons que le public, donc c'était très large. En gros, les gens qui s'intéressent en leur propre histoire, l'histoire suisse, les gens qui se sont baladés dans la forêt, qui ont vu des vieux bunkers, qui se sont demandé ce que c'était. Et puis au final, j'ai pas été surpris au niveau du public que j'ai rencontré pendant les événements littéraires. J'ai vraiment vu de tout, autant d'hommes que de femmes. Il y avait des profs d'histoire, des enfants, des personnes âgées, des grands-parents qui l'ont acheté pour le partager justement avec leur petit-fils. Du coup, j'ai pas été vraiment surpris par
disons, le tir a bien abouti, quoi. Juste Favreau. C'est le contraire, j'étais complètement stupéfait par ce qui nous est arrivé. On a lancé Passé Simple il y a 5 ans, on a 3400 abonnés aujourd'hui. Je regarde Christine pour être sûr que nous travaillons ensemble. Et puis, moi j'étais parti tout seul au départ, j'avais fait une sorte de business plan, j'avais calculé, c'était faux d'ailleurs, que j'avais besoin de 3000 abonnés. J'ai additionné des noix sur un bâton. La première noix, si j'ose dire, c'était tous les professionnels et toutes les professionnels de l'histoire en Suisse romande, puisque c'était un journal d'histoire romande, un journal roman. Le second noix, je m'excuse de parler comme ça, donc les professionnels, ensuite j'ai pris tous les gens qui étaient membres de sociétés d'histoire, sociétés romandes, sociétés vaudoises, sociétés fribourgeoises, etc. J'ai additionné ça, et puis là, je me suis dit, ouais, j'arrive pas à 3000, comme ça, alors j'ai rajouté les notaires, les avocats, les avocates, les médecins. Et nous avons fait de nombreuses opérations visant les notaires. On a fait tous les notaires avocats valaisans, tous les médecins fribourgeois. On leur envoyait 2 numéros avec un bulletin, une petite lettre et tout. Et ça a été extraordinairement catastrophique. On a envoyé 400 lettres, on avait un abonnement, etc. Et ensuite, il y a eu un épisode qui a été pour moi l'électrochoc absolu. On a fait un dossier, je ne vais pas être trop long, je m'excuse. On a fait un dossier sur l'histoire de l'école de la Source, qui est la première école au monde d'infirmières laïques. Et il y a une dame qui est venue vers moi, qui était une très gentille dame. Elle m'a dit, écoutez, on est 2500 sourciennes, c'est surtout des femmes, c'est des infirmières. Eh bien, si vous me le vendez très bon marché, ou si vous me le donnez... Enfin, je l'envoie à toutes les anciennes sourciennes, toutes les femmes qui ont passé par la Source depuis une éternité, enfin celles qui sont encore vivantes. Et elle a envoyé 2500 exemplaires dans le décor, comme ça. Et du jour au lendemain, on a eu 200 abonnements qui sont tombés comme ça, pouf. Donc depuis, je n'ai plus aucune espèce de préjugé. Et Christine, qui est vraiment mon associée épouse, qui est vraiment dans la promotion, on voit, quand elle part à l'aventure, on est toujours étonné. Et l'opération qui a le mieux marché, très intéressant, c'était le marché des produits bio à Moudon pour la Suisse romande, qui a lieu tous les 2 ans. Et là, elle a distribué des Passés Simples. C'est là qu'on a eu le meilleur rapport. Donc, c'est totalement inattendu. Tout ce qu'on peut dire, le sentiment qu'on a, c'est que c'est plutôt 40 ans et plus qui s'abonnent. On a très peu de jeunes. C'est la seule chose qu'on peut dire. Merci. Lionel. Alors, pour le MCH et pour moi en particulier, moi j'arrivais, donc il y a 4 ans quand j'ai pris la direction, j'arrivais d'un musée de sites, j'étais directeur d'un musée de sites dans le sud de la France, un musée archéologique. Les musées archéologiques, la typologie du musée archéologique, c'est 2/3 en général du public qui est captif, donc des scolaires, et puis 1/3 après de visiteurs libres, et puis comme on était dans le sud de la France, on avait un peu de touristes aussi, de tourisme, donc pour nos expos d'été, on tablait un peu sur ces visiteurs-là. Donc j'arrivais avec ce type de représentation ici à Rumines, et ce qui change beaucoup ici au Palais de Rumines, c'est d'abord qu'on a finalement en proportion moins de scolaires, mais c'est dû aussi à la masse importante de public qui fréquente le bâtiment. On est entre 300 et 400 000 passages dans le bâtiment, qui sont en partie liés à la bibliothèque évidemment, mais aussi au musée de sciences naturelles. Vous savez que les musées de sciences naturelles sont les musées les plus visités en général, en Suisse en l'occurrence, mais en Europe en général. Donc on a des locomotives dans le bâtiment qui attirent des catégories et des typologies de public qui ne sont pas forcément celles des musées d'archéologie et d'histoire, qui en général ont plutôt des publics de niche un peu plus intéressés, spécialisés. Bien sûr, on essaie de casser ça, mais ce n'est pas évident parce que d'emblée, avec le nom qu'on a, avec le type d'exposition et de proposition qu'on fait, on s'intéresse à un public qui va avoir un certain goût pour l'histoire. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de changer. C'est là-dessus qu'on réfléchit pour le Palais de Rumines, c'est qu'en fait, on a une offre qui finalement n'est pas forcément tout à fait adaptée au public qu'il y a ici. Il y a beaucoup aussi d'étrangers qui passent ici en été. Je ne sais pas combien de Turcs sont venus nous demander de voir cette salle encore cet été. Vous savez que c'est ici que le traité de Lausanne a été signé. Donc c'est un lieu de mémoire aussi pour toute une catégorie de visiteurs qui viennent dans ce Palais de Rumines. On ne fait rien du tout pour ces gens-là. On ne s'est pas vraiment mis dans la position d'accueillir ce type
de public. On n'est pas très bon dans les traductions aussi des discours d'exposition. Donc il y a tout un travail qu'on doit faire maintenant rapidement pour s'adapter à ce public beaucoup plus varié que celui du public de musée d'histoire habituel. Et ça, c'est lié au côté encyclopédique, au fait qu'on a des galeries thématiques qui dépassent largement la question de l'histoire, enfin, qui rentrent dans la question beaucoup plus large de l'histoire naturelle, dans laquelle on peut tout à fait faire rentrer l'histoire humaine et culturelle aussi. Et donc, on a cette chance-là d'avoir ces croisements de public, de gens qui viennent à la bibliothèque, de gens qui viennent a priori voir peut-être des animaux, mais qui finalement finissent dans la galerie d'archéologie et sont confrontés à une frise chronologique. Et donc, on doit pouvoir offrir cette possibilité à un public beaucoup plus large de voir des choses aussi. C'est pour ça qu'on a changé il y a 4 ans l'offre avec des expos temporaires très petites, avec des accrochages qui changent régulièrement pour un public qui revient souvent dans ce bâtiment, qui est aussi une espèce de passage couvert en fait, qui fait le lien entre la cathédrale, la cité et la place de la Riponne, le bas du centre-ville. Donc voilà, donc une représentation des publics à laquelle on doit s'adapter et à laquelle on va devoir encore s'adapter, je pense, rapidement, parce que Lausanne est une ville qui change aussi beaucoup, avec un public touristique qui vient de plus en plus nombreux, et ça nous force, nous, musées, à avoir une offre qui répond aux attentes de ce public-là aussi. Emmanuel Laurentin, est-ce que vous avez pu suivre la discussion? J'ai vu que l'image avait aussi... C'est pas de problème. Alors, je vous retourne avec la question. Oui, mais écoutez, pour ma part... vous m'entendez là? Oui. Pour ma part, c'est très étrange parce qu'en fait, je voulais insister sur le fait que c'était une véritable surprise, si vous voulez. Quand la fabrique se crée, Laure Adler, qui dirige France Culture à l'époque, me dit elle va donc se tenir entre 15h30 et 17h tous les jours. Elle me dit tu peux faire ce que tu veux dans cette tranche-là parce qu'il n'y a pas d'auditeurs. Enfin, elle exagérait un peu, mais il y avait tellement peu d'auditeurs que ça n'était pas mesuré par les sondages. Et donc, la vraie surprise, c'est qu'au fur et à mesure où nous nous sommes installés, moi, la première chose que j'ai voulu faire, c'est toucher un public d'enseignants du secondaire. Beaucoup d'entre eux me disaient on n'a pas assez d'heures de formation, vous recevez des historiens de grande qualité, on aimerait bien pouvoir utiliser ça pour nos cours. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec un groupe qui s'appelait H Français, qui était un groupe d'enseignants du secondaire où il y avait environ 1500 membres. Je leur ai envoyé mes programmes à l'époque, c'était au tout début du net, on était en 99. Puis ensuite, progressivement, je me suis inscrit sur Facebook, je me suis inscrit sur Twitter. Et il faut dire qu'on a été aidé par des véritables surprises. D'abord, l'arrivée en radio de ce qu'on appelle les podcasts, c'est la possibilité non seulement d'écouter en ligne, comme on le faisait parfois en 1999-2000, les émissions sur l'ordinateur, mais également de les télécharger et de les écouter quand on voulait. France Culture a profondément bénéficié de cette nouveauté technique qui n'était pas attendue, bien évidemment, qui a fait que progressivement on est devenu une émission où quand nous avons arrêté la fabrique en juin dernier, nous avions entre 1 300 000 et 1 400 000 podcasts par mois. Donc ça donne un peu l'idée du déplacement entre 99 et les quelques milliers d'auditeurs qu'on pouvait avoir un lundi après-midi et cette augmentation considérable des audiences. Et on a été très aidé par l'invention de ce podcast qui est une merveille pour nous radio, bien évidemment, mais aussi par le développement parallèle de très nombreux festivals d'histoire en France et ailleurs, si vous voulez. Quand je commence, c'est 1 an après les rendez-vous de l'histoire de Blois. Ils viennent d'être créés. Auparavant, Saint-Dié, où je me trouvais ce week-end, avait créé un festival de géographie quelques années auparavant. Ils ont fêté leurs 30 ans aujourd'hui. Donc, une dizaine d'années auparavant, ils avaient créé le festival de géographie qui commençait à bien marcher auprès des enseignants. Blois s'est créé sur le même modèle avec une équipe qui était semblable. Et puis ensuite, on a eu le film d'histoire de Pessac à côté de Bordeaux. Et puis, depuis très récemment, la multiplication de ces festivals. Je peux citer évidemment Histoire et Cité qui a été cité à Genève depuis quelques années. L'Histoire à venir à Toulouse. Et là, encore très récemment, j'étais il y a 2 week-ends à Marseille pour un nouveau festival de l'École des hautes études en sciences sociales qui s'intitule Allez savoir. Donc, l'ensemble de ces grands festivals de connaissances et de transmission de l'histoire
a profondément modifié notre auditoire, bien évidemment, puisque on va dans ces festivals, on s'y fait reconnaître, on rencontre des professeurs, on rencontre des étudiants, et effectivement, il n'y a pas 1 300 000 podcasts simplement avec des professeurs et des étudiants d'histoire. Notre public s'est profondément élargi, parce qu'en 20 ans, on a eu le temps de fonder un nouveau public avec le public général de France Culture, mais également l'augmentation considérable des auditeurs de France Culture, puisque en termes médiamétrie, ce qui est un peu difficile à comprendre en termes de nombre d'audiences, mais disons, on est passé de un peu moins d'1 point en médiamétrie à 2,8 points, maintenant bientôt 3 points, c'est-à-dire on a presque triplé notre audience pendant ces 20 ans. Donc tout ça, évidemment, c'est une façon de changer profondément le public que l'on a, puisque partant d'un public de professeurs et d'étudiants, maintenant j'ai beaucoup de public qui vient avec cette émission, et toute l'équipe en était très satisfaite, qui vient de gens qui nous disent « je n'ai pas aimé l'histoire à l'école, etc. Et maintenant, j'aime bien l'histoire telle que vous la faites, et donc je découvre l'histoire, ou je découvre les historiennes et les historiens à partir de ce type d'émission. » Donc c'est vrai que c'était un véritable bouleversement, une évolution très, très lente, mais très étonnante dans le type de public qu'on pouvait avoir. Merci. Virginie, vous vouliez ajouter quelque chose? Sur les liens entre histoire publique et enseignement et travail des enseignants. Pour moi, vraiment, les deux sont extrêmement liés. Et depuis que j'enseigne dans ce master d'histoire publique, ça a modifié vraiment ma pratique pédagogique. Alors, j'avais l'habitude auparavant d'utiliser une planche de bande dessinée, un article de journal ou bien une exposition comme support de cours. Mais maintenant, je reprends aussi des techniques que tous ces passeurs d'histoire utilisent dans leur pratique quotidienne pour construire le scénario du cours. Vous parliez de récit ou de mise en débat. Ce sont des choses aussi qu'on peut faire en classe ou avec le groupe d'étudiants. Je prendrai un seul exemple. J'ai lu l'an dernier le livre formidable de Neil MacGregor, Une histoire du monde en 100 objets, et votre intervention m'y a refait penser. Et donc, il part d'un objet pour écrire en quelques pages, à partir d'une chronique à la BBC, une histoire, une part de l'histoire du monde. Livre vraiment formidable. Et en fait, je me retrouve dans ma pratique d'historienne et dans ma pratique d'enseignante en proposant le document, un vase grec, un document écrit, qui permet ensuite de partir de ce simple objet et de construire un scénario de découverte avec les étudiants qui rejoint finalement le plaisir de la découverte qu'on a aussi dans la recherche. Merci. Dominique ? Oui, avant de laisser la parole à la salle, on aurait voulu avoir ce soir Manon Bril, donc la youtubeuse, dont les audiences ne sont pas loin d'avoisiner, pour certaines de ces chaînes, dépasser le public de la Fabrique. Nota bene, la première émission d'histoire sur YouTube de Benjamin Briot enregistre 1 million d'abonnés. Donc on est aussi sur une évolution des formats aujourd'hui. Partant de l'histoire pour tous à Alain Decaux jusqu'à la Fabrique et maintenant à YouTube et les jeux vidéo, qui interrogent bien évidemment les pratiques des chercheurs, la manière dont on restitue les recherches en cours, dont même certains objets sont nourris de la pratique de certains objets, notamment vidéoludiques. On se souvient du petit bouquin de Jean-Clément Martin sur Assassin's Creed, de la manière dont le fait d'avoir joué aux jeux vidéo interpellait sa propre perception du pari révolutionnaire. Donc on a là un terrain extrêmement fertile d'échanges à parts égales entre le monde enseignant, entre le grand public, entre les passeurs professionnels, musées, revues, radio et nouveaux médias. Et je pense que c'est effectivement le succès, le nombre de personnes présentes ce soir atteste vraiment de ce goût de l'histoire et de cette envie d'avoir des terrains pour échanger.